Vous connaissez le diagramme cause-effet, vous utilisez le diagramme d'Ishikawa, il passe crème et pourtant il n'est pas exempt d'inconvénients. Alors il est temps de le passer à la critique raisonnée. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Quelques rappels rapides à propos du diagramme cause-effet. Le diagramme cause-effet, aussi connu sous le nom de diagramme d'Ishikawa ou diagramme en arête de poisson, est un outil très populaire, utilisé pour identifier les causes potentielles d'un problème ou d'un effet spécifique. Ce diagramme est très connu, il est reconnaissable par sa structure en squelette de poisson. Il aide à organiser les idées, les hypothèses et les faits connus de matière structurée, en détaillant les sources possibles ou identifiées de dysfonctionnement dans un processus ou un système. J'aime à rappeler que cause s'écrit au pluriel et effet au singulier. Pour une initiation ou un rappel à propos du diagramme cause-effet, je vous recommande de visionner ma capsule vidéo de 3 minutes qui le présente. J'ai compilé une liste d'avantages et de limites du diagramme cause-effet en effectuant une recherche en ligne que je vous présente et commente. Premièrement, une structure claire et visuelle. Ce diagramme permet de visualiser les causes potentielles d'un problème sous forme de branche reliée à une épine dorsale principale. Cette dernière canalise les causes vers l'effet qui est figuré dans ce que l'on nomme souvent la tête du poisson. Cette représentation facilite la visualisation, la communication et la compréhension globale des facteurs influents à l'effet étudié en un coup d'œil. C'est un excellent outil pédagogique et de communication. Oui, mais le format est souvent limité, d'autant que de nombreux promoteurs mettent davantage l'accent sur la présentation visuelle du poisson, entre guillemets, que sur sa praticité de support. On aura du mal à faire tenir les causes nombreuses, surtout si l'on ouvre des sous-branches. En voici quelques exemples. Voici un autre exemple assez représentatif de cette volonté de figurer un poisson, que la forme du poisson n'est même plus suggérée et vient manger une part significative de la surface du document. Un autre exemple dans lequel les causes ne semblent même pas pointer vers l'effet. Voici enfin un exemple de mes propres archives où l'on voit que le diagramme peut rapidement devenir illisible. C'est le risque d'une recherche d'exhaustivité. En cherchant à identifier toutes les causes possibles, on peut aboutir à un diagramme complexe avec de nombreuses ramifications qui rendent la représentation puis la lecture difficile. Par ailleurs, de nombreuses causes potentielles nécessitent beaucoup de temps à être vérifiées. Il faut se poser la question si l'on souhaite construire une base de connaissances réutilisable ou simplement guider une résolution de problèmes ponctuels. Je recommande de calibrer l'exercice de recherche de cause en fonction du but recherché. Deuxième argument, l'identification exhaustive des causes. Utilisé pour stimuler le brainstorming, le diagramme cause-effet serait un outil qui permet de lister relativement exhaustivement les causes certaines et potentielles d'un effet étudié, et les promoteurs de justifier leur déclaration en invoquant l'utilisation des 5 M, machine ou matériel, méthode, main-d'œuvre, matériaux ou matière et milieu. Ce diagramme, cet outil d'analyse, aide à examiner toutes les causes possibles pouvant influencer l'effet, y compris celles auxquelles on ne penserait pas spontanément ou celles qui pourraient être négligées. Alors, vous noterez mon emploi prudent du conditionnel pour rapporter les avantages en termes d'exhaustivité, et personnellement, je pense qu'il s'agit là beaucoup plus de créativité et ce n'est pas de l'analyse causale. En fait, l'utilisation du diagramme en mode créativité ne garantit absolument pas une identification exhaustive des causes. Ce n'est pas une analyse causale formelle, c'est un brainstorming cadré. Le travail est donc fortement lié aux capacités et aux connaissances individuelles. Les résultats peuvent être extrêmement variables d'un groupe d'individus à un autre pour un même travail, un même sujet. Le diagramme cause-effet est parfois présenté comme un outil de root cause analysis, c'est-à-dire de recherche de causes racines. Je suis un peu réservé du fait qu'il ne s'agit pas le plus souvent d'une analyse causale, mais ceci est fortement dépendant de l'utilisation ou de l'animation autour du diagramme. Troisième argument, il facilite la collaboration et la créativité.
Utiliser en groupe, le diagramme encourage les équipes à réfléchir ensemble et à proposer des idées variées, permettant de faire émerger des solutions auxquelles une personne seule pourrait ne pas penser. C'est vrai, c'est bien l'un des grands avantages de ce support. En quatrième, il aide à établir les priorités. Alors je lis un argument en ce sens. En structurant et en classant les causes, le diagramme permet d'identifier les causes principales et secondaires, ce qui aide à prioriser les actions pour résoudre un problème de manière plus efficace. Cet argument, je ne le valide pas. Sur quels critères la répartition en causes principales et secondaires se ferait-elle? Cela ne peut être qu'une convention établie au sein du groupe de travail, mais je ne vois pas comment une telle classification générique serait possible. S'il s'agit de la distinction entre branches et sous-branches, c'est une erreur d'interprétation ou un abus de langage, car la cause réelle à un problème peut se situer dans une sous-branche d'un diagramme, mais cette cause suffisante à elle seule n'est pas qualifiable de secondaire au sens de moins importante. Cinquième argument, l'utilisation facile et adaptable. Le diagramme cause-effet est simple à comprendre et à mettre en œuvre. Il peut être adapté à divers secteurs d'activité et il est flexible quant aux catégories à utiliser selon le type de problème analysé. C'est vrai et je n'ai rien à redire. En 6, c'est un support à la prise de décision. En fournissant une représentation des différentes causes possibles, cet outil aide les décideurs à comprendre les facteurs contributifs à un problème et à élaborer des solutions en conséquence. Oui, et je souligne à nouveau l'aspect pédagogique de cet outil, qui est également un excellent support de communication. Quelques inconvénients du diagramme cause-effet, la limitation des causes probables. Parmi les limitations citées, le fait que le diagramme en lui-même ne distingue pas les causes les plus probables ou les plus influentes des causes secondaires. Il faut compléter l'analyse par des outils supplémentaires pour identifier les causes principales. C'est vrai, le diagramme cause-effet est plus une espèce de pré-filtre ou de premier étage d'une fusée, mais pas une solution complète en lui-même. Il ne faut donc pas lui prêter davantage de vertu qu'il n'en a. La qualité du diagramme dépend de la compétence, de l'expérience et de la connaissance des participants. Si des experts ne participent pas ou si l'analyse manque d'objectivité, des causes importantes peuvent être négligées. Ceci est tout à fait exact et déjà mis en exergue tout à l'heure. Le diagramme est surtout un support, un cadre qui structure. À ce risque s'ajoutent deux corollaires. Premièrement, le risque de biais cognitif. Les participants peuvent être influencés par des biais cognitifs comme l'effet de récence, c'est-à-dire une expérience récente similaire, ou l'effet de groupe, les débats entre experts d'un même domaine, entre autres. Deuxième corollaire, la nécessité d'une animation efficace qui guide les participants et gère les échanges pour éviter les digressions, les idées redondantes, les débats stériles, etc. En conclusion, le diagramme cause-effet est un outil simple, accessible et apprécié qui permet une identification systématique des causes potentielles d'un problème. Par systématique, on entend ici guidé par un cadre formalisé, ça ne veut pas forcément dire exhaustif. L'outil favorise la collaboration des participants et offre une visualisation claire des éléments influents, sous réserve d'un diagramme qui reste lisible et compréhensible. Les éléments modérateurs sont les risques des analyses trop superficielles, des biais et des interprétations erronées si les participants ne possèdent pas suffisamment d'expertise ou d'expérience, et donc une animation compétente est fortement recommandée. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. J'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.